C'est un sujet percutant qui est choisi pour le second épisode de Stéréotypes. Je suis parti à la rencontre de Diane Voituré, combattante lyonnaise passée par le judo et qui a fait une carrière professionnelle et avec succès en boxe thaïlandaise puis en mixed martial arts, mieux connu sous le nom de MMA, un sport de combat étudié au cours de mon doctorat en sociologie et pour mon livre publié en 2021 chez Atland, Dans la cage du MMA, sociologie d'un sport du XXIe siècle. Si cette discipline est en plein essor dans le monde entier, elle reste déconseillée aux moins de 16 ans à la télévision et visible sur les chaînes françaises gratuites qu'en seconde partie de soirée. Athlète à la personnalité sensible, elle est agressive sur le ring et dans la cage, comme vous pouvez le voir sur ses combats au sein du FFA Challenge de Mathieu Nicourt, un des premiers organisateurs à avoir mis en place des soirées de MMA en France depuis sa légalisation en 2020. À Lyon, Diane Voituré exerce également en tant que préparatrice mentale, coach en éveil de soi, en boxe et en particulier la boxe bien-être. Son expérience du combat et sa personnalité en dehors de la cage forment une association qui peut sembler paradoxale. Rien de mieux que de s'entretenir avec elle pour briser un cliché, celui qui assimile les combattants et combattantes à des individus violents. Puis nous mettrons les gants et les protèges tibia au sein de la salle montpelliéraine de la Prana Family. Du round, va falloir tout donner pour s'imposer nettement, parce que là c'est très serré. Ouais, c'est assez serré. Ce round là, je ne saurais pas le donner à qui. Autant le premier était clair, autant le deuxième. Ouais, il est un peu moins. Du moins le sentiment. Bonjour à vous toutes et à vous tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Stéréotypes, série de reportages à travers des rencontres avec des athlètes et des artistes également pour briser des clichés associés à leur discipline et à leur pratique. Je me retrouve avec Diane Voituré. Bonjour Diane. Bonjour Yann. Athlète, boxe thaï, MMA, professionnelle dans ces deux disciplines. Donc moi, la première question que j'ai à te poser, parce que j'ai vu que tu faisais la pratique chamanique et ton surnom de combattante était The Witch, la sorcière. Oui. Donc moi, j'ai un petit peu peur. Est-ce que tu n'as pas, t'as pas d'intérêt ou tu n'as pas envie de m'ensorceler là Ah, on sait jamais, hein. C'est- Parce que ouais, The Witch, c'est tout un programme déjà, rien que C'est ça. sur ton surnom. J'imagine que c'est toi qui l'as choisi? Alors non, c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, oui, effectivement, moi j'ai des pratiques chamaniques, j'ai des convictions chamaniques, c'est-à-dire que c'est le respect du vivant, notamment. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et en fait, c'est mon entraîneur qui, c'était pour mon deuxième combat de MMA. Je suis allée le voir dans sa chambre pour qu'on puisse échanger et faire un briefing avant le combat. Et d'un coup, il m'a dit, mais si, en fait, j'ai trouvé ton surnom et ça sera The Witch. Aussi parce que The Witch c'est plus féminin que chaman et qu'en plus je suis pas chaman et que du coup d'un coup il m'a dit mais si tu contrôles les éléments, tu contrôles tout et du coup par rapport à qui tu es et voilà c'est génial quoi. Donc j'ai dit bah ok ça me va. D'accord. Donc là, maintenant, on va avoir un petit peu à aborder parce que moi, il y a quelque chose, du coup, j'ai du mal à saisir en fait. Tu as été EduxP, Ouais, tu es dans le coach mental, oui. donc dans la préparation. En gros, tu fais des combats, tu détruis tes adversaires pour après essayer de les reconstruire ou C'est-à-dire tu, éventuellement, tu combats tes futures patientes? ah ah non non pas du tout non. Après moi je suis préparatrice mentale parce qu'en fait quand j'ai commencé la boxe time, moi je suis quelqu'un d'assez intellectuel, j'ai beaucoup besoin d'apprendre et de mettre du sens dans les choses quand j'apprends. Donc moi je suis très perfectionniste donc dans la boxe time j'avais beaucoup de questions. Dès le début, comment on fait ça, pourquoi, comment on peut devenir performant et comment on peut devenir meilleur. Et vu que j'ai eu la chance de m'entraîner avec deux athlètes de haut niveau, c'est eux en fait qui m'ont dit bah en fait nous on pratique beaucoup la visualisation, on a un très gros mental et si toi tu comprends ça, ça va te permettre de progresser rapidement, d'assimiler rapidement et tu verras que bah, ça sera top. Donc en fait j'ai commencé pour moi la préparation mentale. Euh, et de là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est trop bien et j'ai envie d'en faire mon métier et d'aider aussi tous les athlètes, tous les sports confondus, à réaliser leurs rêves comme moi, on a pu m'aider dès le début, quoi.
D'accord. Alors là, on aborde un point qui est très intéressant parce que c'est un petit peu tout le paradoxe qu'on peut retrouver dans les sports de combat, dans les sports de contact. Parce que je rappelle, Diane, c'est surtout, bon, mais il y a eu aussi le passage de judo, Ouais, c'est ça. mais tu as fait carrière sur des sports de contact Oui. où il y a un rapport à l'autre qui est quand même particulier puisqu'on va jusqu'au chaos. Oui. Avec des soumissions aussi, donc il y a un rapport quand même de domination et forcément aussi de destruction, voire d'autodestruction, puisqu'il y a un rapport avec des propres blessures, des rapports de douleur, d'engagement corporel. Donc moi, je m'intéresse, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne saisis pas trop, mais j'aimerais en savoir plus sur ce rapport où comment tu fais pour allier ces temps de combat où il faut dominer l'autre, gagner, faire tout pour gagner, et sur ton temps professionnel où tu es là pour aider tes patients. Alors moi, enfin, en fait, dans mon sport, même si c'est un sport violent et qu'on pourrait dire de destruction, moi, je le considère vraiment comme un sport. C'est-à-dire que je considère qu'en fait, il y a des règles et que moi, je respecte les règles. Donc pour moi, c'est pas, je le prends pas comme une destruction, même si oui, c'est sûr que l'objectif final, c'est de détruire entre guillemets son adversaire ou en tout cas de le dominer. Mais c'est vrai que moi, enfin, même si moi je suis quelqu'un, en plus je suis une athlète agressive et j'ai un instinct animal qui est développé, et surtout dans le MMA, on a cherché en fait à plus le développer. D'accord. Mais finalement, c'est comme un animal, il a pas de ressentiment, il a pas de colère, c'est des choses qui n'existent pas chez lui. Et du coup, moi, c'est plus dans cet état d'esprit en fait que j'aborde les choses. Et quand j'aide tous les athlètes à leur tour à faire la même chose que moi, finalement, en tout cas à développer ça, même encore mieux que moi, hein, parce que c'est pas moi qui est la meilleure instinct à développer non plus. Mais du coup, voilà, en fait, c'est plus dans cette idée-là de faire abstraction de leur émotionnel pour aussi, eux, transcender ça et pouvoir être performants, quoi. Tu travailles notamment sur le rapport de l'altérité, le rapport à l'autre avec la dichotomie partenaire-adversaire. Ouais. C'est très intéressant ce que tu nous dis dans le combat où tu es sans haine. Oui. Voilà. Complètement. Ah oui, moi je suis dénuée de... En fait, j'ai compris, quand j'ai commencé la boxe thaï, je croyais qu'il fallait être en colère. Moi, ça tombe bien, j'avais toujours un fond de colère sous la main, donc il n'y avait pas de souci. Et du coup, j'ai commencé vraiment comme ça, en me disant, il faut vraiment que je m'énerve et que je puisse puiser dans ma colère, en fait, pour la performante. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pas du tout comme ça qu'on est le plus performant, c'est en étant très calme, en fait. En étant très calme, très serein, en gardant la tête froide. Et surtout... Ouais, en fait, partenaire, adversaire, moi j'ai toujours beaucoup de respect en fait pour mes adversaires, ce qui fait que même à la fin du combat, j'ai perdu, j'ai gagné, c'est la même chose quoi. T'as jamais utilisé le trash talking? Non, pour moi c'est pas quelque chose. Alors oui, c'est à la mode. C'est ce qui met beaucoup en avant à travers dans le MMA. Moi je suis pas du tout comme ça, c'est absolument pas ma nature. Et être comme ça pour moi, c'est contre nature en fait. Et au lieu de faire un trash talking, je préfère largement qu'on soit plus dans le réel, quoi. Donc, ne parle pas avant et le corps D'accord. parle dans la cage, quoi. Donc là, on a abordé le côté compétition. Maintenant, on va aborder un autre aspect aussi de tes activités qui est, si tu veux bien me reprendre si je dis des bêtises, sur la boxe bien-être. Oui, Maintenant. c'est ça. Donc, si tu veux bien nous expliquer un petit peu à quoi consiste la boxe bien-être, s'il te plaît. Alors, en fait, pour moi, la boxe bien-être, c'est une alliance de différentes pratiques, différents thèmes, notamment le yoga, notamment la mobilité. Et en fait, c'est pratiquer la boxe en conscience, avec une intention particulière, en prenant conscience aussi de notre respiration, qu'on oublie déjà en fait dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est de pratiquer la boxe en prenant conscience, en fait, de son corps, de toutes les possibles tensions qu'on peut avoir, en respirant et en posant toujours une intention, en développant son focus, vraiment pouvoir. En fait, pour moi, la boxe bien-être, ça serait, c'est pratiquer la boxe en état méditatif, quoi, finalement. C'est possible? Ouais, c'est possible, ouais. Ah ouais, en fait, quand je dis en état méditatif ou c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience finalement, c'est comment dans la vie de tous les jours on peut être toujours en état méditatif quand tu as bu ton café tout à l'heure, comment tu pouvais vraiment prendre conscience de ton café, de ce que tu es en train de boire, de ce qui traverse ton corps et comment tu peux juste être 100% pleinement pour ça en fait, dans cet instant-là. Connecté à ses sens? Exactement.
et se laisser aussi oser se laisser traverser par toutes nos émotions, puisque la boxe, notamment, il y a d'autres sports, évidemment, tous les sports, je pense, peut nous permettre en fait d'extérioriser certaines émotions, et la boxe c'est quand même intéressant parce qu'on va vraiment décharger une énergie particulière en donnant des coups, et des fois on peut avoir de la colère, mais aussi on peut avoir de la peur, on peut avoir de la tristesse, et c'est comment dans ce cas-là on s'autorise en fait à le laisser vivre. D'accord. Mais sur ce sujet, à tous nos étudiants du FR STAPS des premières années, relisez Merleau-Ponty, la phénoménologie de la perception. C'est un exemple type vraiment de ce qu'on a expliqué en cours. Donc, et notamment Ok, super. où on préconise l'activité physique pour les enfants parce que ça leur permet de prendre pleinement conscience de leur Mhm. corps, de leur potentiel, du rapport. Intéressant d'aborder ce point parce que voilà, la boxe, on le sait, les sports de combat ont quand même une connotation d'agressivité, d'offensive, d'attaque et de sport. Et on sait que le sport n'est pas toujours bien vu dans la société puisque l'aspect compétition peut être critiquable. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, euh, donc là actuellement tu ne combats pas. Oui. Donc est-ce que dans ton esprit tu as quand même l'idée de revenir à la compétition un jour? C'est une très bonne question. Donc bon, j'ai arrêté précipitamment et c'était pas mon choix du tout. Donc j'ai vraiment besoin de digérer ça, d'intégrer ça. Tu rigolais tout à l'heure sur mes pratiques chamaniques, mais pour moi tout a un sens dans la vie, et ça c'est chamanique, de se dire que chaque chose qu'on vit c'est une expérience et que c'est un peu la vie qui nous envoie comme un message ou qui nous dit tiens s'il se passe ça c'est qu'il y a peut-être pas de hasard, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc au lieu de me victimiser en fait par rapport à ce qui m'arrive, à ce qui m'est arrivé, c'est plutôt je me suis dit ok ben tiens comment je peux m'en servir en fait, comment je peux rebondir dessus et comment je peux grandir finalement là-dessus. Donc du coup après m'être accrochée de toutes mes forces en me disant non non ça peut pas s'arrêter, j'ai accepté, j'ai transformé ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs j'ai vraiment envie de m'intéresser à la boxe bien-être et de vraiment transmettre tout ce que moi on m'a appris. Donc ça pour moi ça m'aide déjà à évoluer et à grandir. Après j'ai que 31 ans donc c'est sûr que c'est quand même un sport que j'aime beaucoup. Donc non peut-être que en tout cas je ferme pas complètement la porte quoi. D'accord. Maintenant, on va aborder la deuxième partie de l'entretien avec le rapport au genre, même si je ne souhaitais pas aborder directement le fait que les femmes dans les sports de combat, vous êtes sous-représentées. D'ailleurs, on pense que ce sera très dur de tomber sur du 50-50 même à long terme, que Ouais, ce c'est soit clair. en boxe anglaise, en MMA ou ailleurs. Et on sent qu'il y a quand même une évolution dans la pratique des femmes qui prennent quand même, où on voit des groupes s'étoffer, mais peut-être au détriment d'autres groupes. On voit des groupes féminins comme des pôles qui sont en train de se monter. Alors, que penses-tu un petit peu de cette évolution au sein, notamment du MMA, où on voit des pôles féminins en train de grossir petit à petit? Euh, moi, sincèrement, bon, je suis très contente moi que le féminin, enfin que les femmes qu'il y en ait de plus en plus et que ça grossisse. Après, moi personnellement, dans ma carrière, ce que je pense, c'est que si je suis devenue une athlète que je considère aussi dure, moi je pense que je suis une athlète qui suis dure au mal et que je crains pas trop les coups. Ça, c'est vraiment parce que je me suis entraînée avec des hommes. Et je pense que oui, pour moi, c'était intéressant, par exemple, d'aller à Paris m'entraîner avec des femmes quand je préparais mes combats pour voir où j'en étais. Parce qu'effectivement, moi, je suis à peu près à 58 kilos dans mon poids de forme. Et en fait, je tournais avec un ami qui faisait 66 kilos, c'était le moins lourd. Et en fait, 66 kilos, enfin, c'est un homme, c'est une femme, ça n'a rien à voir, c'était déjà très dur. Et encore, après, je tournais avec tous mes autres qui font 80 kilos, mais du coup, c'est quand même grâce à ça que je suis devenue une athlète dure et que je pense que c'est grâce à ça que ça m'a permis de vraiment progresser et d'évoluer aussi en boxe taille, enfin dès la boxe taille en fait. Donc moi je trouve que c'est très intéressant, oui, qu'il y ait des pôles féminins qui se créent parce que ça fait une plus grosse cohésion. Enfin il y a beaucoup je pense de points forts parce qu'en tant que femme on est souvent toute seule en fait dans notre salle. Donc par rapport à ça c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir une cohésion d'équipe, ça permet quand même de pouvoir compter sur l'autre à côté, pouvoir dire ouais là je galère et de pouvoir se sentir compris parce que des fois on n'est pas compris en tant que femme. Par contre quand même moi je l'ai vu en fait hein, quand je vais à Paris quand elles s'entraînent qu'avec des femmes ouais bah des fois moi j'étais plus dure et pourtant la femme était plus lourde que moi et du coup je me suis dit ouais ben voilà
s'entraîner avec des hommes, c'est très qualitatif, quoi. Donc je pense que c'est bien pour plein de raisons, mais je pense quand même que pour des femmes, ça reste indispensable de s'entraîner avec des hommes quand on veut être professionnel. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour les femmes de peut-être d'être en dehors de certaines personnes toxiques, de s'entraîner qu'entre elles? C'est vrai. Ça les rassure peut-être? Je sais pas si ça les rassure, mais en tout cas, peut-être que ça les protège de ça. Et que peut-être que du coup, elles subissent moins l'emprise qu'un entraîneur peut avoir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est athlète, homme ou femme, hein, tout confondu, les seules personnes qu'on côtoie, c'est nos entraîneurs et c'est nos partenaires, quoi. Ou alors c'est le masseur et c'est l'ostéo, quoi. Mais du coup, ça devient très vite fermé. Et en fait, pour ça, il y a beaucoup d'emprise, mais parce qu'en fait, la seule reconnaissance et la seule valorisation qu'on a, c'est notre sport, quoi. Et ça, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte, du coup, après cet arrêt brutal, c'est que la seule source de joie et de valorisation qu'on a, c'est à travers notre entraîneur, en fait, et notre sport. Donc, en même temps, oui, je pense quand même que ça peut protéger. Oui, je me suis jamais posé vraiment cette question, donc certainement que oui. Après, je pense que compétiteur, compétitrice, en fait, on a quand même beaucoup d'ego. Et du coup, je pense qu'entre femmes, le jeu d'ego, on peut le retrouver, quoi. Peut-être même bien plus qu'entre hommes, enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il peut y avoir un jeu d'ego partout. Et que c'est pas parce qu'on est entre femmes que l'ego n'est pas. Voilà, le MMA a la particularité d'être un sport où une femme peut gagner autant, voire plus qu'un homme, à la condition qu'elle puisse vendre. C'est ça, qu'elle soit connue, ouais. Voilà, c'est ce qui s'est passé notamment avec Ronda Rousey à l'UFC qui gagnait bien plus, Gina Carano, Misha Tate et d'autres athlètes qui, au sein d'une même carte avec des hommes, pouvaient gagner plus. Par contre, l'athlète est un capital et chaque athlète qui vend, homme ou femme, on va retrouver des inégalités après derrière parce qu'il faut vendre. Ouais. C'est un aspect qui, chez toi, c'est pas ce que tu aimes le plus au sein des sports de combat, d'avoir ce côté un petit peu où on est un petit peu un produit, un capital à vendre. Ouais, c'est ça, je trouve on est utilisé entre guillemets, et puis c'est que ça nous rend très superficiel. Et c'est ça qui, en fait, moi, ce qui m'énerve, entre guillemets, ce que je trouve frustrant, c'est que il y aura des athlètes qui vont être avantagés parce que sur les réseaux sociaux, en fait, elles cartonnent, alors qu'au niveau de leur performance, il y en aura d'autres qui seront bien meilleurs, mais qui sont moins vus. Et c'est ça, moi, que je trouve nul, quoi. Je crois que tout passionné et connaisseur de MMA auront déjà en tête quelques athlètes un petit peu surcotés et qu'on voit beaucoup dans les médias. Ouais, moi, je trouve que je trouve que c'est pas très juste. Enfin, voilà, on ne sait pas. Je trouve ça dommage et je trouve même que, à cause de cette surmédiatisation, oui, ça transforme l'humain, quoi. Enfin, ça transforme l'athlète et qui il est vraiment, il va se modifier pour correspondre à une société, correspondre à une demande. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Alors qu'il y a des athlètes, moi, je pense à Rose Namajunas que j'affectionne particulièrement, qui est une athlète extrêmement simple. On peut même parler de Weili Zhang, c'est la même chose. C'est des athlètes qui sont très très simples, qui sont pas, qui ne se transforment pas, qui ne vendent pas leur corps pour être les meilleurs et qui sont pourtant les meilleurs de leur catégorie. Donc du coup, je pense qu'on voit tout. Voilà, moi j'adore Rose qui arrive faire sa pesée en salopette et qu'on n'a rien à faire, quoi. Et moi je trouve ça génial. Et du coup, ça pour moi, ça montre finalement que tout est possible et qu'il y a les athlètes qui vont se conformer à la société et à la demande, et il y a les autres qui se conforment à eux-mêmes et en fait qui sont les meilleurs et qui réussissent quand même, quoi. En tout cas, c'est cohérent parce que ça explique aussi pourquoi tu n'aimes pas le trash talking où Complètement, ouais. on devient une personne un peu de foire où C'est ça. Ça correspond Ouais. tout à fait. Et c'est quand même quelque chose en ce moment, on voit énormément, même en France, sur Twitter, pour des shows en France, on voit des mayonnaises montées comme ça sur Twitter. C'est une espèce d'apport post-McGregor qui a quand même beaucoup révolutionné l'économie Oui. du MMA et qui pousse quand même de jeunes athlètes à copier ce modèle pour essayer au moins de décrocher dans certains pays. Les sports de combat sont vus comme un ascenseur social, c'est ce qui se passe actuellement au Daghestan. Et où les Français qui se sont expatriés, qui ont fait des entraînements là-bas, ont vu notamment des relations partenaires beaucoup plus difficiles au sein des gyms,
parce qu'il y avait beaucoup plus de concurrence pour être Hmm. reconnu par le coach pour décrocher un combat. Est-ce que toi, tu as vécu ce type un petit peu d'expérience Alors, du coup, jouer sur la relation adversaire et partenaire au sein des entraînements? alors moi, ce que j'ai vécu, c'est ouais, quand je suis arrivée dans ma salle de boxe, il y avait une autre femme qui était la seule qui était athlète. Et c'est vrai que quand moi, en plus, on n'était pas dans la même catégorie de poids. Elle, elle était déjà au MMA, moi j'étais à la boxe thaï, et elle m'a vue comme une adversaire, comme une concurrente, et j'ai trouvé ça dommage. Et c'est là que, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux féminines, il y a quand même un jeu d'ego, et qu'on peut être vite une menace pour l'autre, alors qu'en fait, bah non quoi. Alors là, tu vois, j'ai une question qui me vient, parce que sur le côté menace, est-ce que en tant que combattante, tu as eu au sein de tes relations sociales un mauvais regard ou un mauvais retour par rapport à ta participation à des sports de combat, boxe thaï, Ah MMA? bah ça c'est toute ma vie, ouais. Oui. Ah bah bien sûr. Là, Quand... on est vraiment dans les clichés stéréotypes, là. Ouais, mais je veux dire, dès le début, quand j'ai commencé, ouais, bien sûr, ouais, c'est pourquoi tu fais ça. Et puis, alors, faut quand même savoir qu'en 6 ans et demi de carrière, jamais personne de ma famille n'est venu me voir. Et d'ailleurs, mes amis, j'ai une amie qui est venue me voir. En MMA, vu que c'était souvent médiatisé, par contre, j'avais tous mes amis qui étaient sur les écrans, donc ça c'était chouette. Mais quand même, ça, je veux dire, oui, moi j'avais toujours des remarques. Et pourquoi tu fais ça? Et puis une incompréhension. C'est sûr, le grand stéréotype, t'es en repas de famille et t'as toujours ta mère ou l'autre qui te répète, bah, tu veux pas manger ça? Non, je ne peux pas. Bah, peut-être un petit peu de dessert? Je ne peux pas non plus. Voilà, ça c'est sûr que c'est le grand débat. Oui, je fais 58 kilos et oui, je combats en 52. Ouais, je cut 6 kilos. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Bah oui, c'est mon sport. Et ça, c'est sûr que c'est une incompréhension, une incompréhension totale. Et personne ne peut comprendre, c'est tellement un sport particulier, en plus au niveau de l'adrénaline et de l'intensité et de la rigueur que ça demande. Oui, moi j'ai vraiment jamais été compris quoi. On m'a même, je me rappelle au début quand j'ai commencé, c'était mon meilleur ami d'enfance qui me dit mais fais attention là, tu t'impliques trop et c'est trop. Bah non mais je veux être professionnel quoi. Donc voilà, c'est intéressant de, oui c'est sûr. Et quel était l'accueil dans les gyms? L'accueil dans les gyms. Oui. Dans mon gym, la première fois que je suis arrivée, par exemple, Dans toutes les salles que tu as pu côtoyer en tant qu'athlète. ah non, c'était bien parce que déjà dans le MMA, vu qu'on est très peu de féminines en France, ben on est connues, enfin on est à peu près toutes connues. Donc moi j'écrivais d'abord, enfin toujours à l'avance. Je me suis entraînée d'ailleurs avec Mathieu Nicourt, avec son athlète Nora Cornol, qui était enfin moi je la connaissais déjà, je connaissais son parcours de boxe thaï. Donc là j'ai toujours été très très bien accueillie. Nora, ben, on avait rigolé parce qu'elle fait 10 kilos de plus que moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle m'avait dit non, mais Diane, t'es beaucoup trop légère pour qu'on tourne ensemble. Et quand j'ai tourné avec elle et que je l'ai collée contre le mur, elle me dit oh, mais dis donc, t'as de la force. Donc ça, on avait beaucoup rigolé. Non, j'ai toujours été bien accueillie. Même là, après l'arrêt, comment dire, cet arrêt brutal que j'ai vécu, j'ai poussé les portes d'un petit gym qui est pas connu, qui est pas très connu sur Lyon et qui est beaucoup critiqué en fait. Et voilà, j'ai découvert un entraîneur avec un grand cœur qui a ouvert sa porte sans se poser aucune question et qui m'a dit non mais tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux et tant que t'es bien, c'est cool quoi. Mm. Ça me fait penser sur ces différences d'accueil, ça me fait et de retour à des propos de Kat Zingano qui athlète professionnelle aux États-Unis, maman, mère de famille, et qui, il y a 10 ans de ça, un journaliste américain lui avait posé la question est-ce que, en tant que femme dans les sports de combat, est-ce que vous avez été mal reçue? Elle a dit non, jamais. Non, Par contre, jamais. je reçois des critiques quand je vais chercher mon gamin à la sortie de l'école. On me dit, tiens, c'est la maman, la fighteuse, la combattante, là, comment ça se fait qu'elle soit mère, tout ça. Donc, c'est un petit peu ce jeu de regard qui est différent et qui finalement montre que c'est le monde extérieur à la salle du gym qui pourrait être et qui est Complètement, certainement ouais. plus intolérant Oui. que les sports Oui, de combat. oui, puis moi, c'est cette incompréhension quand je discutais avec des gens. Ah bon, mais tu fais ce sport, mais dis donc, on dirait pas. Alors ça, qu'est-ce que je l'ai eu et qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Alors, on dirait vraiment pas, pourtant, mais t'es toute fine et puis machin. Ou alors, le truc, le grand stéréotype. Ah, tu fais de la boxe. Ouh là là, non, bah, on va pas t'embêter. Ouais, non, mais ça va, c'est bon, quoi. Ça, c'est sûr que ça c'était pénible, quoi.
Et heureusement que j'ai laissé tourner parce que je voulais absolument qu'on aborde cette question sur le regard des autres Ah ouais. par rapport à ta Et ça, pratique. j'en ai énormément souffert, hein. Ça, franchement, ça a été une grande souffrance. Ouais, ça a vraiment été une grande souffrance, quoi. De me dire qu'en fait, on n'est pas compris, quoi. Tu vois? Et ce qui est dur, c'est que on se sent extrêmement soudés, tous, à l'intérieur, quand on s'entraîne. Et pourtant, après l'arrêt brutal, c'est comme si j'avais jamais existé. D'accord. Tu vois, et c'est toutes ces fractures finalement entre tes amis, ta famille et même tes partenaires que tu crois être ta famille. Enfin, oh, et c'est fou. Et du coup, finalement, ça rejoint le fait que qu'on ait que des produits, quoi, presque. Tu vois, enfin, ce truc où il n'y a pas d'affect en fait, et tu crois que c'est tes potes, mais parce qu'il y a un intérêt en fait, et que qu'en fait tout ça n'existe pas, quoi. Parce que Tu vois. tu es utile à leur progression, à leur Ah oui, c'est ça. pratique. Ah ouais, bien sûr, ouais. Puis moi, j'ai un côté assez maternel. Vu que j'étais la seule femme, ils étaient bien contents, ils avaient une ouverture, un truc, quoi. Puis après, bah ouais, après, c'est comme si t'avais jamais existé, quoi. Écoute, je pense que c'est bien Ouais. qu'on aborde ce point. Je voudrais juste peut-être aussi aborder un autre point. Tout à l'heure, en aparté, tu m'en as aussi, tu as abordé ça, c'est le fait que, vu que tu gravites sur deux mondes, ce monde à la fois sportif et ce monde éducation spécialisée, coach mental, euh, et comme d'autres que j'ai pu rencontrer, vous avez vu certainement dans la première interview, ma propre expérience aussi, c'est difficile de graviter dans deux mondes qui d'aspects différents à première vue, Même même si opposés, évidemment ouais. nous on retrouve des passerelles forcément. Mais comment vivre lorsque, pardonnez-moi l'expression, on a le cul entre deux chaises? Ouais, puis je trouve que, enfin, on pourrait même dire qu'on sont un peu écartelés. Et ce qui est dur, c'est qu'il y a presque un côté schizophrénique, dans le sens où on est un personnage à la salle, on est un personnage à l'extérieur de la salle, on est encore un autre personnage avec notre famille, on est encore un autre personnage avec nos amis, encore un autre personnage avec nos clients. Et c'est ça, en fait, qui est difficile. Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un de très sensible, j'ai un grand cœur, etc. Et c'est quelque chose, quand on rentre dans la salle de boxe, bah ça, on le fait pas rentrer, quoi. Et c'est ça qui est difficile. Et puis après, on n'ose plus. Enfin, moi, je sais que j'ai mis du temps à m'autoriser, petit à petit, même à me réouvrir. Et puis, ce qui devient, pour ça, je dis schizophrénique, parce qu'on sait plus trop qui on est, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça où on se dit, mais alors, au final, si j'additionne tout ça, qui je suis, quoi? C'est qui Diane au milieu, ou c'est qui le vrai Yann au milieu? Enfin, moi, je trouve que c'est complexe, quoi. Alors merci Diane pour nous permettre de faire une autre référence sociologique pour les étudiants, mais ils commencent à le connaître, c'est Erving Goffman avec la lecture de la mise en scène de la vie quotidienne, où il nous explique que la vie est un jeu de rôle permanent, où du matin jusqu'au soir, en passant par la vie de famille, la vie professionnelle, on incarne des rôles et en effet, il faut savoir comment ça jongler entre ces Oui. différents rôles. On va voir la deuxième partie du documentaire qui est sur l'échange sur l'entraînement. Donc on se retrouve dans une salle de boxe et vous verrez, il y aura un petit peu d'action. À bientôt. À bientôt. Ah, c'est bon. C'est dur, hein, t'as vu quand je mets la pression, on sent les tensions. Laisse pas ta main.
On a fait quoi midi? T'as vu, j'avais beaucoup moins mais je ne touche pas tant que ça. Les abdos contractés ou... C'est vite fait, hein? Respire, prends ton temps. Voilà. Respire, regarde, mets ta jambe là. Non, ouais, celle-là, par-dessus là. Comme quand t'es tranquille. Là. L'autre, mets l'autre. Là. Et donc, tu la fais comme ça. Parce que là, regarde, je vais déjà plus galérer à venir en monte. Tu vois? On continue, hein, je te fais une pause. Et là, récupère cette jambe. Non, avec ton autre main. T'as une, deux, et là, continue. Tu vois? Et après, tu remontes.